collègue, je me suis fait un peu prendre au piège, on était à table, et dans un premier temps, j'ai dit non, il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit, et en ce sens-là, j'utilisais le 36e stratagème, qui est l'éloge de la fuite. Quand on fuit, on sauve l'essentiel, à savoir sa vie. Et puis, devant l'insistance et de mon voisin de droite et de mon voisin de gauche, j'ai fait preuve finalement de souplesse, utilisant la voie du souple, qui est celle du judo. Et donc, voilà, vous êtes au cœur de ma problématique. Je travaille sur les stratégies chinoises. Et c'est pas complètement un hasard si quand même j'ai accepté de me produire ici au milieu de psychanalystes. C'est que je pense qu'il y a des ponts à faire, que je n'ai pas encore fait. Je pense que si le débat s'organise, c'est moi qui suis beaucoup en attente de vous et que vous me disiez les passerelles que vous pouvez faire entre vos patients, les pathologies, les névroses que vous tentez de soigner, et ce que je dis. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là, mais je ne l'ai pas encore travaillé. Alors, moi, le titre de cette conférence, c'est « De l'efficacité à l'efficience ». Et je vous demande d'être très très indulgent, parce que d'habitude je parle avec des notes, et des notes écrites très gros, parce que je suis là. Et là, elles sont là, mais elles sont sur mon iPhone. Donc c'est un peu compliqué. Alors, bon, effectivement, mes bases théoriques sont peut-être un peu loin des vôtres, puisque moi je travaille à partir des stratégies chinoises, des 36 stratagèmes, de l'art de la guerre qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire je travaille sur la culture chinoise, mais la culture chinoise ancienne, qu'on soit bien d'accord avec ça, je n'aborde pas du tout la culture chinoise telle qu'elle est pratiquée. Merci de penser à rallumer vos téléphones à la fin de la... Voilà, telle qu'elle est pratiquée maintenant. Et je travaille aussi beaucoup à partir des travaux que certains d'entre vous connaissent, du sinologue qui s'appelle François Julien. Donc j'ai travaillé sur, contrairement à la plupart des gens actuellement, où on est en période, c'est ce que signalait brillamment tout à l'heure le conférencier précédent, on n'est pas forcément dans une période de crise, mais elle est vécue comme telle. Moi je ne m'interroge pas sur ce qui marche pas, mais justement sur ce qui marche et comment ça se fait que ça marche. Donc je m'intéresse aux courants porteurs, non pas porteurs d'eux, mais porteurs tout court, comme un fleuve dont on descend le courant serait porteur. Et je me suis intéressée à la construction de la notoriété du designer Philippe Starck. Philippe Starck est mondialement connu, et il est bon, certes, mais il n'est pas forcément meilleur qu'un autre et il ne mérite pas forcément cette connaissance réellement planétaire. Donc je me suis dit, bon, je suis à l'origine, je vais présenter maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je me suis intéressée à sa communication. Comment il a fait pour être connu dans le monde entier. Et j'en ai déduit que comme il n'est pas un tyran, comme il n'est pas un despote, il n'a pas pu imposer sa notoriété, il s'y est donc pris grâce à des stratégies indirectes. Aucune de ce que je trouvais dans mes théories de la communication habituelles ne pouvait rendre compte de cette notoriété, donc je suis allée voir dans les stratégies chinoises. Et là, j'ai trouvé un concept qui est très intéressant et qui devrait vous intéresser en tant que psychanalyste, c'est qu'on se débarrassait de l'efficacité et qu'on n'a même pas de mots pour le traduire à tel point, c'est dire à tel point ce concept nous est étranger. On parle d'efficience. L'efficience, c'est pas véritablement un mot à nous, mais c'est quand même du registre de l'efficacité, mais vous allez voir beaucoup plus soft. Et cette efficacité présente dans nos vies du 20e et du 21e siècle, à outrance, dans les managements, etc., il faut avoir un chef, il faut avoir un objectif, il faut avoir des moyens, il faut avoir des projets, il faut s'y tenir. Je suppose que c'est générateur de nombre de pathologies, de névroses que vous entendez dans vos cabinets. Or, moi, je prône pour l'efficience ce qu'on peut appeler le lâcher-prise. Alors là aussi, mettons-nous bien d'accord, je ne suis pas en train de faire du développement personnel un peu ouin-ouin en vous proposant de fumer, on a parlé de mescaline ce matin, mais de un petit joint, et puis on se réunit tous autour, je suis désolée. Bon, c'est pas de l'exotisme, c'est pas, je vous emmène pas en Chine pour faire un beau voyage, on en a aussi parlé ce matin, mais je vous emmène en Chine pour revisiter votre propre culture et vos propres prêts-à-penser occidentaux.
Parce que, qu'on le veuille ou non, on a une morale, du bien, du mal, du beau, du laid, de l'efficacité. Et là, je vais vous demander, c'est Foucault qui parlait d'hétérotopie, de vous placer vraiment ailleurs et de ne plus juger à partir de ces principes-là. Je regarde que si j'ai rien oublié de vraiment essentiel, je vous prie de m'excuser. Oui, donc, en fait, peut-être que vous ne verrez pas immédiatement les effets bénéfiques de cette courte conférence. Elle est trop courte pour être peut-être vraiment bénéfique pour vous, mais là aussi, ça fait partie de la stratégie chinoise. Je suis en train de biner, de sarcler, d'arroser autour de la plante. Je ne tire pas dessus, j'attends la période des moissons. Alors, en quelque sorte, cette conférence, prenez-la, puisqu'elle est arrivée comme un pas de côté, prenez-la comme un sachet de thé. Vous les allez laisser infuser. Ok? Alors, donc, effectivement, on est loin du bien, du mal, du beau, du laid, du vrai, du faux. On n'est pas dans des valeurs éthiques, esthétiques ou ontologiques. On est vraiment dans l'efficience. Donc, je vous demande vraiment de changer de point de vue. Je vais certainement évoquer des choses pour vous qui vont vous choquer. Notamment, vous avez vu, vous avez noté que j'ai passé longtemps à expliquer les circonstances de cette conférence. Je vous ai dit, je déjeunais avec 2 amis, etc. Bon, et pour nous, on appelle ça circonstance. Ce qui est autour d'eux, c'est donc ce qui est périphérique, ce qui n'est pas important. En fait, pour les Chinois, on change complètement de perspective. Les circonstances sont totalement déterminantes et porteuses. Si je sais être à l'écoute des circonstances, des signes, de tout ce qui se passe autour de moi, eh bien, et que je vais dans le sens du courant, je ne peux, en dépensant le moins d'énergie possible, je n'ai pas eu à préparer cette conférence, j'ai toutes les excuses pour oublier des choses, mais effectivement, j'ai quand même sauté sur cette opportunité. Alors on va me dire, mais Alain, tu es opportuniste. Eh bien non, on ne parle pas d'opportunisme en stratégie chinoise, on parle d'opportunité. J'ai su saisir l'opportunité. Et toujours pour parler de ces circonstances, il y a un livre bien connu en Chine qui s'appelle le Yi-King et qui est censé donner des prédictions. Et il est sûr à 100%. Pourquoi il est sûr à 100%? Parce que ce n'est pas du tout des voyantes comme chez nous qui vous disent vous allez rencontrer, c'est toujours la même chose, le prince charmant, vous allez devenir très riche, etc. etc. Mais on regarde vraiment, il n'y a pas de hasard, on regarde vraiment ce qui se passe autour, et quand on a bien conscience de ce qui se passe autour, on peut prévoir l'événement. Donc il n'y a pas d'accident. Tout ce qui va nous arriver est prévisible pour peu qu'on soit attentif aux signes qui sont porteurs, à l'état indiciel de la situation. J'ai du mal avec mes lunettes, le micro, ça fait beaucoup de choses. Donc, on est dans les stratégies de l'indirect qui sont grandement méprisées chez nous. On considère que, par exemple, en stratégie militaire, il vaut mieux une bonne guerre qui fait des milliers de morts plutôt que la ruse, qui est toujours considérée comme finalement quelque chose de malhonnête, de fourbe. D'ailleurs, si je suis linguiste à l'origine, on s'intéresse au mot ruse. D'abord, c'est un mot féminin. Et ça, c'est pas bien dans notre langage. La ruse, c'est associé, alors vous permettrez que je lise afin de ne pas oublier de termes, à la fourberie, au mensonge, à la rouerie, à la perfidie, à la fraude, à la machination. Ça dénonce l'échappatoire, moi je vous ai fait l'éloge de la fuite, au nom d'une morale du courage. Et il y a très peu de mots, en fait, enfin très peu d'acceptions qui parlent de la ruse, qui sont très très minoritaires, comme une intelligence pratique, c'est une intelligence pratique, c'est pas une intelligence conceptuelle, pratique, liée, pardon, excusez-moi, liée vraiment à la technologie, au concret. Même dans le panthéon grec, la ruse enfin l'intelligence rusée est minoritaire. On la voit apparaître chez Détienne et Vernon chez la métisse des Grecs. Hermès, le dieu de la communication, est doué de ruse. Ulysse aux 1000 tours, mais c'est quand même très très minoritaire. Or, en Chine, c'est majoritaire. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est la stratégie indirecte et qui s'oppose. Pour cela, je vais prendre 3 concepts
de stratégie militaire, un objectif, un chef, des moyens. J'essaie de retrouver sur mon iPhone. Voilà, alors le premier principe, donc un objectif, un chef. Donc le premier principe, c'est le principe de positionnement. Alors, on n'a pas de projet propre, mais seulement un projet impliqué par la situation. Et ce projet va être conditionné par les circonstances. On n'a pas de plan préétabli, on a de la disponibilité. Rappelez-vous, l'image, c'est une pensée très imagée, la pensée chinoise, ça c'est intéressant, l'image du Tao. Le Tao, ce qui est important, ce n'est pas l'objectif qu'on se fait, mais c'est le chemin, et c'est les pas qu'on fait. Tous les pas qu'on fait sur ce chemin sont importants. Donc on n'a pas de projet arrêté, parce que dès qu'on arrête le projet, on empêche le chi, le souffle, de passer. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien au-dessus, c'est une pensée purement immanentiste. Il n'y a pas d'inconscient non plus, je pense, mais ça ne fait rien, vous pouvez quand même récupérer la chose, je pense. Mais il y a le chi qu'il faut qu'il circule, c'est-à-dire ne jamais arrêter la pensée. Et un objectif précis, je veux faire ça, j'y arrive pas, ça y est, c'est fichu. Donc je veux faire ça, mais finalement il se passe autre chose, donc finalement je vais me laisser porter par autre chose. Et ça c'est très important. Et en Chine, on dit que le sage est sans idée. Sans idée, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idée, ça veut dire qu'il n'a pas d'idée arrêtée. C'est très très important. On n'est pas dans une pensée binaire, où c'est blanc ou c'est noir, mais dans une pensée processuelle, c'est-à-dire le yin et le yang, mais le yin entraîne le yang et le yang entraîne le yin. Donc c'est complètement une autre manière de penser. On est dans un temps long, parce que et prévisible. Je vais vous l'expliquer à propos du Yiking. On examine les processus alors qu'ils sont en amont et on emprunte des courants qui sont déjà existants. C'est plus rentable que de les remonter. Donc on cherche le moment opportun et chez nous, le philosophe qui en a le plus parlé, c'est Montaigne. Il dit « vivre à propos, être de saison ». Donc voilà. Il n'y a également dans cette philosophie-là, ou dans cette stratégie, pas d'affrontement. C'est-à-dire que finalement, il ne devrait pas y avoir de guerre, on n'a pas d'ennemis, parce qu'on va transformer son ennemi en allié. C'est beaucoup plus rentable de phagocyter l'autre dans son cerveau et l'amener à penser ce que je pense, le manipuler, et comme ça, on sauve sa terre, on sauve sa personne, et on récupère et la terre et la vie des autres. On ne s'affronte pas. On utilise l'énergie de l'autre à la limite contre lui. C'est ceux qui ont fait les arts martiaux, le judo ou d'autres techniques asiatiques. Donc on ne cherche pas à primer par les armes, car les armes, c'est pas par morale, hein, jamais. C'est pas parce qu'il y a des milliers de morts, c'est parce que les armes appellent la riposte. De même que le chef est très discret, c'est pas par modestie, c'est parce que le clou qui dépasse, on tape dessus pour le mettre dans la planche. Okay, il n'y a jamais de pensée éthique ou morale, c'est une pensée de, pas l'efficacité, mais de l'efficience. Ensuite, je vais vous parler, donc, un objectif, un chef, j'en ai parlé, les moyens. Eh bien, l'économie des forces, elle est extrêmement minime, puisque la force est égale à la faiblesse, puisque je vous ai dit qu'on était dans une pensée processuelle, c'est-à-dire que la force va entraîner la faiblesse va entraîner la force. Et l'image qui cadre le mieux avec ça, c'est l'image de l'eau. L'eau triomphe de la montagne. Elle va partout, elle s'infiltre partout, elle est faible l'eau, on ne peut rien. Il n'empêche qu'on ne peut rien contre l'eau, on ne peut pas la bloquer, le courant passe toujours. Donc l'image par excellence de la force, c'est pas comme Clausewitz, on ne déclare la guerre que quand on est dans une accumulation de force, mais justement quand on a la faiblesse de pouvoir s'insinuer partout. Et cette image de l'eau, elle est même qui est vainqueur de tout ce qui est dur et fort, c'est l'art de l'esquive, et c'est aussi, elle est soulignée par une image aérienne, une image du dragon. Le dragon épouse les nuages, il épouse toutes les situations. C'est toujours la souplesse. On ne s'oppose pas, on n'est pas la montagne, on n'est pas rigide, on n'est pas fort. Au contraire, on est faible. Et vous me faites signe que j'ai plus beaucoup de temps? Non, c'est parfait. J'ai encore des choses à dire. Hein. Je ne peux pas m'empêcher, en vous écoutant, je l'aurais dit quand même, de penser à Jung. Je dirais super. pourquoi.
Super, mais voilà, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais de vous. Alors, il y a des gens dans la guerre qui sont hyper... Je vous ai dit, le chef, il est extrêmement discret. Les autres ne sont pas très importants parce que finalement, il n'y a pas de combat. Mais alors, il y a vraiment... Ceux qu'on paye le plus, ce sont les espions. Parce que, évidemment, les espions vont nous permettre de voir que tout ce qui se passe, et une armée sans espions, c'est comme un corps sans yeux ni oreilles. Donc, attention, ça veut dire qu'on est à l'écoute de tous les indices, des choses avant même qu'elles se soient réalisées. J'arrive à la fin, donc vous voyez que c'est des moyens très économiques et qui donnent une liberté. La stratégie doit toujours déboucher sur une liberté d'action. La liberté d'action est absolument totale, puisque, en fait, c'est la liberté du non-agir. Ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre, parce que chez nous, enfin chez eux plus exactement, le « il n'y a pas » est plus important que le « il y a », parce qu'il permet toutes les possibles. C'est très intéressant. Donc, en fait, c'est la liberté du non-agir. Le non-agir, là encore, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Ça veut dire qu'on agit sans laisser de traces. Donc, essayez de penser tout ça. Je sais que je vous demande un grand saut, peut-être dans le vide, mais je crois que Lacan, sur la fin de ses jours, ne jurait plus que par les Chinois, qui voulaient apprendre le chinois, mais Lacan, moi j'ai jamais tout très bien compris dans le texte, mais bon, donc en tous les cas, il faisait... Oui, ben voilà, il parlait chinois. Voilà. Alors, s'il y a un lacanien, je vais lui poser des questions. Non, mais donc, c'est effectivement, je pense qu'il y a vraiment des ponts, et surtout, de manière très pragmatique, c'est peut-être pas en termes de psychanalyse, mais au moins en termes de coaching, quand vous avez un patient qui arrive stressé par les objectifs, il y a beaucoup j'ai entendu de personnes qui travaillaient éventuellement pour des chefs d'entreprise, etc. Des gens hyper stressés par les objectifs à atteindre, les moyens qu'ils doivent se donner, etc. Si vous arrivez à leur insuffler peut-être un petit peu de se laisser aller, vous savez, c'est François Julien qui a écrit un bouquin sur vivre sa vie en dehors du bonheur, parce que le bonheur c'est aussi un sacré diktat chez nous, il faut être heureux, etc. Nourrir sa vie, et dit que vivre, c'est une mauvaise traduction, mais ça dit quand même bien les choses, être en flottaison, parce que quand on flotte, on ne coule pas, mais on n'a pas non plus une direction absolument assurée. Bon voilà, j'espère que je n'ai pas été trop... C'est un grand merci. Vraiment un très grand merci. C'est à la fois un exercice d'acrobatie de l'intelligence chinoise, bien sûr. Alors, juste dire un petit mot, juste un tout petit mot, autrement je ne serais pas cassé. Puis, bon, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la clinique jungienne. Alors je sais qu'il y a là des analystes plus ad hoc que moi sur Jung, mais tant pis. Au fond, la phrase la plus extraordinaire que j'ai trouvée de Jung, elle correspond à ce qu'on vient d'entendre. Alors bien sûr, il y a le concept de conjonction des opposés qu'on retrouve largement chez Jung. Il y a le Hiking qu'on retrouve largement, puisqu'il y croyait, en tout cas il utilisait Carl Gustav Jung. Mais il y a aussi cette phrase qui moi m'enchante toujours, sans doute parce que je ne suis pas vraiment un psychanalyste jungien, mais plutôt un poète, qui est à un certain moment de sa correspondance, Jung écrit à quelqu'un, vous retrouverez la source si vous voulez, et il a une correspondance très grande, écoute, fais ce que tu veux, s'il va mieux, c'est parfait. C'est vraiment pratiquement du mot à mot, fais ce que tu veux. S'il va mieux, le patient, c'est parfait. Il y a quelque chose là de ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Encore merci beaucoup pour